bonhomme. Quand votre gamin il naît, il est livré avec un système attentionnel en kit, qui est tout monté, tout fait. Quand il y a quelque chose qui apparaît dans notre environnement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous surprend, on porte notre attention dessus. C'est un réflexe. Au même titre que quand le toubib il vous tape sur le genou et que ça vous fait bouger la jambe, quand vous avez quelque chose d'inattendu, ça passe même pas par le haut du cerveau, c'est même pas réfléchi, vous tournez votre attention. Il y a deux raisons à ça. Franchement, si vous avez quelque chose d'inattendu, alors moins maintenant, mais si vous avez quelque chose d'inattendu, c'est soit quelque chose qui vient vous bouffer et il faut réagir vite, soit quelque chose à bouffer, il faut réagir encore plus vite. En gros, on peut le résumer comme ça. Donc ce système-là, c'est le système qui est utilisé par la télévision, notamment chez l'enfant. C'est des images rapides, c'est des images pour capter ce réflexe attentionnel. Et la mère qui voit son gamin qui est devant la télévision et qui dit « Regarde comme il aime, regarde !» Le gamin, il est en train de devenir marteau. On est en train de solliciter constamment un réflexe qui est censé marcher de façon quand même épisodique. Et c'est pour ça que les gamins qui regardent la télévision avant d'aller à l'école, par exemple, ça mobilise énormément les ressources cérébrales. Vous faites pas marcher un réflexe comme ça use, enfin je veux dire, ça enlève l'essence du moteur, quoi. Et quand il arrive à l'école et qu'il a passé 3/4 d'heure ou 1 heure devant la télévision avant d'arriver, franchement, il n'y a plus rien dans le système. Vous avez un zombie et il faut que le système se remette sur pied. Donc, en dehors de ce système d'attention, vous avez une attention dirigée. Là, c'est le cerveau qui va mettre l'ensemble de ses ressources sur une tâche donnée. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'intelligence, l'attention. Sans attention, il n'y a rien qui fonctionne. L'attention, elle fait quoi? On peut la voir un peu comme un chef d'orchestre, pour faire très simple. Il y a un chef d'orchestre là-dedans qui va contrôler ce qui remonte. C'est-à-dire, dès les informations qui vont remonter et qui vont passer par les relais de bas niveau du cerveau, dès cette information-là, elle est filtrée. L'attention ne laisse passer que ce qui l'intéresse. Ce qui permet d'inhiber les interférences, notamment. Ensuite, quand ça arrive en haut, il va falloir sélectionner les joueurs. C'est-à-dire, il va falloir sélectionner dans le cerveau, il va falloir faire taire tous les gens qui n'ont rien à dire, en gros. Et tout ça, ça s'apprend. Et tout ça, c'est un système qui s'apprend, et qui s'apprend dans l'activité. Le jeu chez l'enfant, et puis un peu plus tard, je sais pas, la lecture, l'activité sportive, le jeu d'échecs, etc. Il y a plein d'activités qui développent l'attention. Il y a un très beau bouquin de Christophe André sur la méditation, qui s'appelle Méditer au quotidien, je sais pas, où il explique assez bien ça. Il montre que la méditation développe chez l'adulte l'attention. Et ce qui est important avec ce système attentionnel, c'est qu'il se développe tout au long de la vie. Mais si les fondations, elles sont mal posées, si c'est mal parti d'en bas, vos Lego, c'est comme un Lego, quoi. Et si en bas c'est tout petit et que ça n'a pas bien fonctionné, ben votre Lego il montera pas bien haut. Et voilà ce que ça donne, ce que donne la télévision, donc des effets sur ce système attentionnel qui sont mesurés, pas le système réactif. Parce que les gens, quand ils vous parlent d'attention, ils vous parlent de l'attention vraiment dirigée, mais en fait, la télévision, elle mobilise l'autre. Donc quand on regarde cette attention-là réactive, cette attention dirigée, par contre, celle qui permet au cerveau de vraiment d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent et de mettre toutes ses ressources sur une tâche donnée, voilà. Alors, mêmes études, 1 heure par jour à 3 ans, et les probabilités de troubles attentionnels à 8 ans sont multipliées par 2. Ensuite, on refait ça plus loin. Vous prenez des gamins d'âge supérieur, de 5 à 11 ans, et puis vous regardez l'augmentation des troubles attentionnels à 13 ans, plus 50%. Mais attention, ça vient pas de ce qu'il y a avant, parce que au début de l'étude suivante, on mesure les compétences attentionnelles de l'enfant. On sait d'où il part. C'est-à-dire que les troubles éventuellement arrivés d'avant, ils sont pris en compte. Et ils n'ont rien à voir avec ces 50%. Les deux s'additionnent. Alors il y aura peut-être une étude, je pense que ça va bientôt sortir, qui va prendre de 5 ans jusqu'à... Mais suivre les gamins pendant 30 ans, c'est du boulot. Donc il y a des équipes qui sont en train de faire ça, je sais pas quand ça va sortir. Et ben voilà, 1 heure par jour à 14 ans, même chose, vous prenez en évidence, vous prenez l'ensemble des paramètres, niveau culturel, etc. Et les troubles évidemment attentionnels initiaux, et vous augmentez encore de 44%, tout ça, ça s'additionne. Et petite cerise on the gâteau, les troubles attentionnels à 16 ans, et vous multipliez les risques d'échec scolaire par 4. Donc on tape sur les instits, on tape sur l'école, mais je suis pas sûr qu'elle soit seule responsable des problèmes que peuvent avoir les gamins quand ils arrivent, à part mon instit, mais les autres, ils sont bien. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu subtil. Je vous ai dit que l'attention, elle se développait tout au long de la vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez un adulte, papa, qui repasse. J'ai pas dit maman, hein. J'ai bien dit papa. Donc, papa qui repasse dans le salon. Et évidemment, il y a le gamin, vous savez pas quoi en faire. En gros, il vous prend un peu la tête. Donc, vous avez un petit parc, vous le prenez, vous le mettez dedans. Un peu, je dis ce bovin parce que je me suis fait engueuler l'autre jour. Donc vous prenez ce brave gamin et vous le posez dans son parc et vous avez l'impression qu'il fait rien. Il se passe plein de choses. Si on pouvait enregistrer ce qui se passe dans son cerveau, ça serait un feu d'artifice. C'est un miracle de l'évolution. Donc vous avez l'impression que vous avez un bovin apathique là qui fait rien pendant que vous repassez.
Et en fait, vous avez un truc qui est en train de se construire et de s'allumer dans tous les coins. Et ça progresse de façon assez prédictible. C'est-à-dire que le gamin, il va commencer, quand il est tout petit, par prendre un objet. Sophie la girafe, au hasard. Donc il prend Sophie, il la regarde 3 secondes, au bout de 3 secondes, il en a marre, il la jette, ou il n'arrive même pas à la tenir. Et puis le lendemain, il la prend un peu plus longtemps. Et puis il la regarde un peu plus longtemps. Le regard, c'est un signe d'ancrage attentionnel. C'est-à-dire quand le gamin est attentif à quelque chose, il porte son regard dessus. Il va la prendre plus longtemps, puis de plus en plus longtemps. Et puis au bout d'un moment, il va prendre Sophie la girafe, il va prendre autre chose. Et puis il va mettre les deux ensemble. Et puis ça va être de plus en plus compliqué. Si vous regardez les textbooks, les bouquins de neuropsychologie, des signes de retard du développement, par exemple, c'est des jeux plus courts, c'est des changements d'objets précoces. C'est une attention qui est mal focalisée sur l'objet avec lequel vous jouez. Vous pouvez prédire de là que l'enfant a un retard de développement. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision? Le gamin, il est dans son parc, il chope Sophie la girafe. Et papa, il repasse. Il regarde la télé, évidemment. Et il se dit, oh, pas grave. De temps en temps, il y a une image où il y a un son plus fort. Le gamin, il lâche Sophie et il regarde. Parce que son système attentionnel le porte à regarder. Il y a eu un son, ça l'a inquiété, il a regardé. 1 seconde. Juste une. Il n'y a besoin que de ça. Les gamins, là, dans cette étude, ils regardent la télévision entre 2 et 5% du temps. Mais cette seconde-là, elle fait que il a Sophie la girafe, il a regardé et il a perdu Sophie la girafe. Il recommence autre chose. Cette complexification, elle ne se fait plus. Et vraiment, vous portez atteinte au développement de l'attention et du système juste par ça. Parce que ces gamins-là qui sont devant la télévision, même si elle est d'arrière-plan, même si c'est pas eux qui la regardent, même s'ils ne font que jouer à côté, on parle de jeunes enfants, de 1 à 3 ans, ils changent de jouet plus fréquemment, ils présentent des schèmes de jeux beaucoup moins riches, ils affichent des places de jeu raccourcies, donc c'est moins compliqué puis c'est plus court, et en plus ils sont moins concentrés, juste du fait de la télévision. Parce qu'elle va happer l'attention, et quand vous êtes interrompu au milieu de quelque chose, il nous faut déjà du temps pour revenir dans le machin. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez un mamelle qui arrive, ou le psychopathe qui vous appelle sur votre portable 15 fois par jour, vous répondez, vous posez votre portable, il vous faut un peu de temps pour... Le gamin, il fait pas ça. Le gamin, il pose, il prend autre chose, il repart ailleurs. Et donc, au lieu d'avoir un jeu qui est de plus en plus complexe, il a une somme de jeux mis bout à bout. Et ça, c'est une atteinte directe au développement de l'attention, notamment, et de tout le reste du système. Le langage. Ah, le langage. Allons-y. Le langage, c'est l'une des choses qui déguste le plus. Alors je vais commencer par un petit truc général pour vous donner une idée de ce que fait la télévision, globalement. Les étudiants américains passent un test d'entrée à l'université qui s'appelle le SAT, le Scholastic Aptitude Test. C'est sa partie verbale. Donc ceux qui ont un bon score, ils vont dans une bonne université. Ceux qui ont un score moyen, ils vont dans une université moyenne. Et puis les autres, ils vont là où il reste de la place. Dans les années 60-70, là, il était à 550, ce test. C'était la moyenne au test. Et puis il s'est effondré. Il s'est effondré en peu de temps. Il s'est effondré en moins de 10 ans. Il a perdu 10%. 10% sur un test super standardisé. Pour un exemple, c'est comme si demain, tous nos gamins... C'est comme si la médiane d'intelligence qui est à 100 aujourd'hui, demain, tous nos gamins, si on les testait, ils étaient tous à 90. C'est pas négligeable quand même. Donc ils ont perdu 10% et après ça s'est stabilisé. On s'est dit franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu plein d'hypothèses plus ou moins farfelues, plus ou moins racistes, plus ou moins... Il y en a qui ont dit « Ah, les Noirs sont arrivés à l'université. » Ça n'a pas marché. Ah ouais, non, c'était pas les Noirs, c'était les Hispaniques. Après, c'était les femmes. Bon, les femmes, ça s'est rapproché quand même. On les connaît. Mais bon, c'était encore pas ça. Après, il y a eu les instits, après, il y a eu les livres scolaires, etc. Il y a eu un peu tout, mais rien ne marchait parce que rien ne corrélait dans le temps et rien ne se calait et tout foirait. Et il y a une psychologue. Ils sont utiles des fois. Donc, je m'en emmêle les pinceaux. Donc, il y a une psychologue qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est... Le langage, il se développe tôt. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gamins-là quand leur langage s'est développé? Alors, celle-là, vous avez intérêt à l'apprécier parce que je me suis fait chier pour la faire. Au début, là, quand tout se passait bien à 550, il n'y avait pas de télévision dans les foyers. Et la télévision, elle est arrivée très vite. En 10 ans, elle avait colonisé plus de 90% des foyers américains. En 7 ans, elle était à plus de 75%. Pour un ordre d'idée, le réfrigérateur, je crois que c'était plus de 60 ans, la radio, plus de 50 ans, etc. L'automobile, 80 ans, le livre, plusieurs siècles, etc., etc. La télévision, c'est l'objet qui était rentré le plus vite dans les foyers. Voilà, ici c'était 30% de télévision, donc 30% des gamins ont été élevés avec la télé. On reparle de score moyen de la population, donc chaque gamin affecte ce score. Et puis ça a continué, 70,
93, et ça s'est arrêté, et quand tout le monde l'a eu, ça n'a plus bougé. Comme par miracle. Alors, ça montre, c'est le seul facteur à ma connaissance qui explique cet effondrement. Ça montre une autre chose, les gens me disent, ouais, franchement, moi j'ai regardé la télé, et j'ai fait Polytechnique. Ok. Tous les mecs qui vont passer le concours maintenant, ils sont là. Donc forcément, il y en a qui vont l'avoir. Mais si vous comparez cela avec les pépères du haut là-bas, là ça va commencer à être plus délicat. Voilà, donc c'est un peu le phénomène d'effondrement du langage, de cette fameux débat qui en sens n'a plus d'être sur le niveau baisse pas. Voilà. Donc les effets de la télévision sur le développement du langage. Pourquoi? Parce que c'est pas le tout de le dire, faut le montrer. Ça c'est ce que nous dit l'industrie. Alors le jour, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais moi qui m'éclate. Oui, je suis grossier parfois, je suis désolé. Hein. J'avais une mère allemande, alors elle ne faisait pas la différence entre les bons et les mauvais mots. Donc elle m'a tout filé dans la besace et maintenant j'ai un peu de mal aussi. Donc, ce que nous dit l'industrie. L'autre jour, il y avait un gars qui était au supermarché avec sa femme. C'était à Marseille. Il avait un maillot de l'OM. Je suis tous au foot à Marseille. Et donc sa femme trouve un DVD, elle le prend, et c'était un truc pour le développement du langage. Elle lui dit, oh regarde pour la petite. Oh, le mec enthousiaste, il prend le DVD, il le retourne, il voit le prix. T'es sûr? Oh, je sens pas bien. Et là le gars il a pris une volée de bois vert, gros con, il y en a que pour ton foot, père indigne, etc. Enfin moi il se faisait fouetter dans le magasin. Donc il a pris le DVD, il l'a mis doucement dans le caddie, et je n'ai pas vu la suite des opérations. Et vraiment, ce qui moi m'a frappé, c'est pas tellement ce pauvre garçon, hein, t'es sûr, c'était cette femme qui pensait vraiment en toute bonne foi que si elle n'offrait pas ce DVD, que si elle n'exposait pas sa fille à ce DVD, il y allait y avoir un préjudice pour son développement langagier. Et voilà ce qu'on nous raconte. C'est plein de poésie, alors c'est quelques exemples parmi d'autres, mais... Alors Brainy Baby, là, Brainy ça veut dire cortiqué, là, avec un gros cerveau, brain c'est cerveau en anglais. Alors vous allez développer le langage et la logique. Et puis Baby Einstein, porte bien son nom, pauvre Albert, enrichit le vocabulaire de l'enfant à travers la beauté de la poésie, de la musique et de la nature. Franchement, vous êtes parents, vous voyez ça, vous êtes vraiment indigne si vous achetez pas le truc. Hein. Baby TV, alors les histoires et les rimes de la série Lenny contribuent à l'apprentissage du langage. Donc voilà ce que dit l'industrie. Voilà ce que montre la recherche. Juste un exemple, une étude parmi plein. Alors cette étude, les chercheurs se sont dit, bah tiens, on va voir si ça marche ces trucs, parce qu'a priori, ouais, why not? Donc, ils ont pris des enfants, ils sont allés dans des familles, avec des enfants de 12 à 12 mois, ils ont fait 3 groupes. Un premier groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, et ils leur ont dit on revient dans un mois, salut. Un deuxième groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, ils lui ont filé une liste, ils lui ont dit voilà 25 mots, alors des mots de base, hein, table, chaise, tout ça. On revient dans un mois, il faut que vous les ayez enseignés à votre enfant. Salut. Un troisième groupe, bonjour madame. Voilà un DVD, montrez-le à votre enfant, ça va faire du bien à son langage. Et dedans, il y avait effectivement, alors c'était 40 minutes le DVD, franchement ils en ont bouffé les gosses. 25 mots répétés 3 fois, DVD. 5 sessions par semaine pendant un mois. Les gamins, ils ont entendu 60 fois chaque mot. Franchement, un gamin dans la vie courante, quand il entend 4 fois un mot, s'il l'a pas enregistré, soit il faut lui faire greffer un cerveau, soit il faut consulter. Un gamin, très vite, il apprend. Je veux dire, les mots, ça rentre, il l'entend 3, 4, allez, 5, 6 fois, 60 fois. Il n'y a pas un gamin qui a entendu 60 fois un mot et qui ne le connaît pas. Surtout des mots courants comme table, chaise, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont revenus, les gamins dont les parents avaient une liste de mots à leur enseigner, tous ces gamins-là ont appris les 25 mots sans problème. Ceux qui avaient le DVD, ils n'ont pas appris plus de mots que ceux qui n'avaient rien fait, puisqu'on est revenu les voir un mois après sans vraiment, c'est un groupe contrôle qui n'avait rien fait, un groupe normal. Ils n'ont pas appris plus de mots que ce groupe-là. Non seulement ils n'en ont pas appris plus, mais ils en ont appris moins. On peut se dire, ouais, pas plus, mais moins. Tu charries, garçon. Imaginez la situation. D'abord, le langage, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment c'est de l'horlogerie, c'est de l'orfèvrerie évolutive. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mère parler à son bébé. Franchement, vous vous marrez, mais alors le bébé fait ouin, puis vous avez la mère fait ouin, etc. On a l'impression au début que c'est le bébé qui imite, mais pas du tout. La première année de la vie, c'est la mère qui imite le bébé. Le bébé, il fait un bruit, et la mère, elle lance la machine. Ouin, et elle se jette dessus comme une morte de faim, elle fait ouin au bébé, ça dure comme ça. Ça lui apprend l'échange, ça lui apprend les mots, ça lui apprend sa forme, l'appareil phonatoire. Là, la télévision, elle fait pas ça. Le bébé fait ouin, et la télévision, elle continue son affaire. Et surtout, plus grave, vous avez... on est très forts, nous, les humains. J'en vois au fond qui dorment, c'est pour ça que je le dis.
On est très forts, nous les humains, pour savoir où regardent nos congénères. À quelques degrés d'angle près ou dixièmes de degré, on sait exactement où se porte le regard de notre voisin. C'est pour ça que si vous vous promenez avec madame dans le bus et que vous espérez tranquille pouvoir regarder la voisine, ça marche pas. Parce qu'on le voit. Je sais, j'ai testé. Et donc la mère, quand le bébé regarde un objet, elle nomme cet objet. S'il regarde la chaise, elle dit chaise. S'il regarde la table, elle dit table. Mais la télévision! Vous avez la table qui sort du sol, là, dans cette... Et la télévision, elle dit table. Mais si le gamin il est en train de regarder la chaise, vous pouvez toujours vous gratter. Et le coup d'après, la télévision, elle dit encore table, mais il est en train de regarder le pot de yaourt. Vous étonnez qu'après, dans les neurones, le gamin, il s'y retrouve plus. Donc la télévision, non seulement ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher, et ça a des déficits. Ils ont fait une étude à long terme sur les gamins qui utilisaient ça. 1 heure par jour de ces programmes éducatifs qui vont les rendre super intelligents et qui vont développer le langage et qui vont nous faire des Einstein à tous les coins de rue, et c'est 10% de lexique en moins. Il y a plein d'études qui montrent que les déficits précoces, alors c'est comme pour la lecture, mais les déficits précoces du langage, on a toutes les peines du monde, quand c'est possible, à les rattraper plus tard. Donc ces 10%, franchement, vous allez ramer et vous n'êtes pas sûr de les choper. Parce que l'ontogénèse, c'est un truc, à part pour certaines fonctions comme l'attention et encore, il faut développer le départ pour pouvoir développer la fin. Mais quand le train, il est passé, il est passé. Vous n'avez pas le deuxième, il n'y a plus de cadencement dans l'autogénèse. C'est cadencement unique. T'as raté, t'as raté. Donc, 10% de lexique, c'est énorme, 10% de lexique, à cet âge-là. Alors, sur des enfants, une étude plus générale, sur des enfants qui regardent la télévision du tout venant, donc des programmes jeunesse notamment et surtout, qui vont regarder la télévision 2 heures par jour, c'est la moyenne entre 15 et 48 mois, vous multipliez par 3 le risque que ces enfants-là aient des retards de langage. Si vos gamins, vous les avez mis devant la télévision avant 1 an, en France, la dernière étude montre que c'est 70 à 80% des gens qui exposent leurs enfants. Alors pas forcément 2 heures, même si vous le mettez 5 minutes par jour, vous l'avez mis avant 1 an, c'est plus 3, c'est 6. Le facteur de risque, l'augmentation du facteur de risque que votre gamin ait un déficit de langage, c'est 6. Pourquoi? La télé en France, dans le foyer, elle est allumée à peu près 6 heures par jour. C'est-à-dire que 6 heures par jour, il y a quelqu'un du foyer qui la regarde. Pour pas qu'il repasse devant, ou je sais pas ce que vous voulez, mais il y a 6 heures par jour quelqu'un devant la télé. Les chercheurs, ils n'ont pas été bêcheurs, ils ont pris 4 heures pour faire leur truc. 4 heures par jour, ce qui est important pour l'enfant, ce qui prédit le développement de son langage, une très belle étude de 2 Américains, 2 psychologues qui s'appellent Hart et Risley, et qui ont suivi de façon obsessionnelle plusieurs dizaines de familles pour voir comment l'enfant apprenait le langage. Et ils se sont aperçus que vraiment le déterminant, c'est le nombre de mots que l'enfant entend et le nombre de mots qu'il prononce. Ils ont regardé notamment des familles avec des niveaux socioculturels différents, et ils se sont aperçus que plus on monte dans l'échelle, plus l'enfant entend de mots et plus il est sollicité à parler. Et la différence, elle est là. Et à partir de ce simple nombre de mots, ils ont réussi à prédire le QI de l'enfant à 9 ans et sa réussite scolaire. Ils ne sont pas suivis au-delà. Donc c'est quand même un prédicteur qui n'est pas tout à fait négligeable. Le nombre de mots entendus, c'est ce qui va prédire le QI de votre gamin à 9 ans, avant 3 ans. Quand vous avez la télévision, forcément, vous ne parlez pas avec votre gamin. Que ce soit lui qui la regarde d'ailleurs, ou que ce soit vous, quelle que soit la personne qui regarde la télévision, en moyenne, un gamin, il va entendre 13 500 mots quand il n'y a pas de télévision. Quand vous amenez la télévision, il va plus en entendre que 10 000. Ça veut dire que, à la fin de son enfance, c'est des millions de mots qu'il n'aura pas entendus. Des millions de répétitions et des millions d'occurrences. Et c'est des millions de fois où il n'aura pas été sollicité pour parler. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est 25% de mots en moins, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce que sont ces 25%, dans la famille, je suis honnête, c'est les chercheurs qui ont trouvé ça, je précise avant, madame parle beaucoup plus que monsieur, à son enfant. Après, j'en sais rien. 70% des mots, c'est la mère, et 30% des mots, c'est le papa. Moi, dans cette étude. Ça veut dire que c'est comme quand vous mettez la télé, papa, il est muet. Je sais, mesdames, c'est un rêve, mais ça n'est qu'une comparaison. Donc, papa, il parle plus. Un autre exemple, pour voir ce que ça donne quantitativement, on parle plus dans les milieux sociaux favorisés que dans les milieux défavorisés. Quand vous amenez la télé, un gamin qui serait dans un milieu favorisé, vraiment un bon milieu pour le développement du langage, vous le mettez dans un milieu défavorisé. La perte de mots, elle est à cette échelle-là. Donc on n'est pas dans des choses négligeables, on n'est pas dans le marginal. Et c'est des mécanismes, ça, qui sont maintenant clairement établis. Demandez-vous si quand la télé est allumée, vous parlez autant avec vos gamins que quand elle n'est pas allumée. Alors là, c'est le langage, mais c'est pareil. Vous jouez moins avec lui quand le gamin, il est dans sa poussette, là, et qu'il fait ses machins avec Sophie la girafe. Si le père, il est en train de regarder la télé, jamais il interagit avec son gosse. Jamais il prend Sophie, lui tire l'oreille, il en met une deuxième. Tout ça, ça enrichit énormément le développement du gamin. C'est extrêmement important, ces interactions entre les parents et les enfants. Et c'est extrêmement important au niveau du langage, mais aussi au niveau du reste. Et la télé, elle assassine tout ça.
Voilà, l'attention, le langage. C'est bon? Continue. Cool. Ah non, non, mais je demande à ma direction, parce que j'ai été prévenu dans la voiture, je suis venu avec lui, il m'a briefé. Hein. Si tu parles trop, tac. La santé, le sommeil, l'obésité, je n'en parlerai pas. N'y pensez même pas, pas une seconde. Le tabagisme, l'alcoolisme, la sexualité, l'image du corps, la sédentarité, tout ça, c'est ce qui est assassiné par la télévision. Allez, un petit mot quand même sur l'obésité, juste parce que ça me permet de dire que quand on parle des effets que peut avoir la télévision, les gens vous disent « Ouais, la télévision est responsable de tous les maux, tout ça, alarmiste. » L'obésité me permet de dire, vous allez me croire, que la télévision n'est pas le seul facteur en cause sur ces choses-là, mais c'est un facteur important. Il y a d'autres facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs etc. Mais c'est pas parce que la télévision n'est pas le seul facteur, d'abord qu'elle ne joue pas un rôle, et parfois, je vais le montrer, le rôle le plus important, et puis surtout, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas un facteur important. L'obésité, notamment l'obésité infantile, moi j'ai pas eu de peau. Avant j'étais beau et svelte, et j'ai rencontré une gonzesse, et elle m'a dit si tu manges pas c'est que tu m'aimes pas, parce qu'elle est cuisinière. Voilà le résultat. Avant j'étais humain. Hein. Alors, donc, le problème de la télévision, c'est vraiment l'obésité infantile. Jacques Muller, qui est un ancien sénateur Écologie Les Verts, qui a essayé de faire passer un projet de loi pour réguler un peu la pub, ça marche pas. Un enfant qui regarde la télévision 2 heures par jour à 3 ans, il a 3 fois plus de chances d'être en surpoids. Un gamin qui est en surpoids, il a 8 chances sur 10 de le rester à l'âge adulte. Donc vous le traînez longtemps. Et lui surtout le traîne longtemps. Donc, l'obésité, il y a plein de facteurs. Il y a le manque d'exercice, il y a le fait que, alors s'il y en a parmi vous qui sont au régime, une petite astuce, si vous mangez votre pizza devant la télévision, vous en mangerez 30% de plus, parce que les mécanismes de satiété sont perturbés quand on est devant la télévision en mode automatique, et puis vous recommencerez à manger plus tôt après, et puis surtout, vous mangerez plus encore une fois après. Et puis ils ont fait des petites études où alors ça marche avec la télévision, mais ça marche avec les aliments, mais ça marche avec le tabac, ça marche avec l'alcool, ça marche avec un peu tout. Si vous montrez à des gens un petit film comme ça, avec des gens qui mangent, mais même s'ils ne les voient pas et qu'ils ne les perçoivent pas consciemment, et des gens qui ne mangent pas à côté le même film, vous enlevez la séance, et qu'après ils sortent et qu'ils peuvent manger, ils mangeront 2 fois plus, boiront 2 fois plus, ils se mettront à fumer beaucoup plus, etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas enregistrées consciemment. Et tout ça, c'est des facteurs qui jouent. Donc bref, dire pour en finir avec l'obésité, ça permet de dire que c'est pas le seul facteur, qu'il y a plein de facteurs qui jouent souvent, mais la télévision est, dans tous ces cas-là, un facteur important et un facteur majeur. Je vais vous parler juste de 1 ou 2 exemples là-dessus, de l'espérance de vie. Les mecs qui vous disent, ouais, franchement, la télé, ça n'a jamais tué personne, t'exagères. Ah ben si. Tac, petite étude australienne. À la fin, la télé, juste pour la sédentarité, le fait que vous la regardez, vous êtes assis, elle vous coûte 2 ans et demi à 3 ans d'espérance de vie. Vous dites ça aux gens, les gens ils vous regardent comme si vous étiez un psychopathe notoire, ça se trace très loin, chez l'enfant. Ça c'est chez l'adulte, mais chez l'enfant, c'est-à-dire chez l'adulte, 1 heure de télévision par jour, entre quelqu'un qui va la regarder 2 heures et quelqu'un qui va la regarder 4 heures, c'est la moyenne pour cet âge-là, vous allez augmenter quasiment par 2 le risque de maladie cardiaque fatale. Et ça se trace très loin parce que l'enfant, quand il va être devant la télévision, il ne va pas faire de sport, il ne va pas avoir d'activité, donc son système cardiovasculaire qui va se développer, au moment de l'adolescence notamment, va moins bien se développer. Quand vous enregistrez le diamètre artériel, l'artère qui pulse le sang, l'enfant qui va regarder 1 heure de télévision par jour diminue ce diamètre, diminue son épaisseur et diminue le diamètre. Quand le mec il va faire un arrêt cardiaque ou qu'il va faire un AVC quand il aura 50 ans, personne ne se dira que c'est parce qu'il a regardé la télévision quand il avait 13 ans. Et pourtant, c'est déjà là. Parce que ça altère le développement de ce système. Plus l'artère, moins elle est développée, moins elle est large, et moins ça se passe bien derrière, il y a plus de chances que ça se bouge. Alors juste pour que ce soit clair au niveau des temps, parce que 2 ans et demi, 3 ans, vous vous dites... Donc les mecs qui ont fait l'étude, c'est plusieurs dizaines de milliers d'individus, c'est une étude épidémiologique australienne. Voilà, à chaque fois que vous regardez Dr House, combien ça vous coûte de vie? Pour savoir si le mec il va mourir à la fin ou pas? Allez, soyez joueurs, un chiffre. 10 minutes. Non mais 2 minutes. Non mais vous n'êtes pas sérieux, jeune homme. Allez. 22. C'est-à-dire si vous ramenez ces 3 ans là au nombre d'heures de télé regardées, à chaque fois que vous vous posez pour regarder Dr House pour savoir si le mec il meurt, ça vous rapproche de 22 minutes de la vôtre.
En gros. Vous récupérez pas tout parce que le développement du système, vous l'aviez pas quand vous étiez petite. Suicidez-vous. Oui, les effets, il y a beaucoup d'effets qui sont réversés. Ah, voilà. C'est pas une mauvaise idée. Moi, j'ai pas eu le temps d'essayer, elle est morte avant, mais... Là, je parle de la télé, les écrans, si vous voulez, on en parlera un peu à la fin. Mais oui, il y a des effets qui sont au niveau de la sédentarité, de l'attention, du langage, etc. Oui, ça a des effets. Ça n'a pas été étudié, la taille des écrans. Non, alors il n'y a pas d'étude à ma connaissance. La seule étude, c'est sur les grands écrans plats, ouais, qui semblent avoir un effet plus... Ouais, alors ces grands écrans très lumineux semblent avoir un effet sur la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et donc perturber le sommeil. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'études qu'on comparait. Alors il n'y a pas d'effet sur les yeux apparemment. Ouais. C'est bon. Non, il n'y a pas d'études. Les études qui ont été faites sur le rayonnement des vieux tubes cathodiques n'ont rien montré. Alors vous avez, vous avez quelques gens qui vont vous dire si c'est dramatique, mais il n'y a rien. Moi j'en ai un qui m'a dit un jour c'est 666 Hz, c'est le diable. Mais voilà, mais il n'y a pas d'éléments qui permettent en tout cas de le soutenir, et à ma connaissance, il n'y a pas non plus de raison de le penser. Il y a eu des recherches sur la télévision 3D? Très peu, ça commence sur la télé 3D. Alors les premières recherches ont montré que l'encodage, notamment de la mémoire, était meilleur. Et puis les recherches suivantes ont montré que c'était moins bon. Parce que, alors c'était pas tout à fait les mêmes tâches, mais parce que le 3D, ça vous prend plus de ressources cérébrales. Et donc c'est plus compliqué pour le cerveau. Donc pour l'instant on ne sait pas, il y a des recherches qui sont en cours, mais c'est nouveau la 3D. Les chercheurs, ils ont un temps de réponse qui est quand même un peu mou. Donc dans 20 ans, on vous dira, quand on sera à la 8D, on vous parlera de la 3. En gros. Alors, je vais prendre l'exemple du tabagisme, maintenant pour la santé. Si y en a parmi vous qui fument, je suis désolé, c'est pas ni pour culpabiliser les gens, ni pour avoir un jugement, mais c'est juste parce que c'est assez emblématique. 95 ou 98% des gens qui fument voudraient bien arrêter. Ils n'y arrivent pas parce que c'est super compliqué. Une fois que c'est dans le système, c'est dans le système. Et l'exemple du tabagisme, il est particulièrement intéressant parce qu'il ne devrait y avoir aucun lien entre télévision et consommation tabagique. Il ne devrait y avoir aucun lien parce que la publicité est interdite. Les placements de produits sont interdits. Donc ça devrait être zéro relation. L'industrie du tabac, elle perd beaucoup de monde en bout de chaîne. Quelques macabées à l'arrivée. Si elle ne chope pas les gamins jaunes, elle ne les chope jamais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas chopé un gamin, si vous n'avez pas commencé à fumer entre 20 et 21 ans, avant, vous ne serez jamais fumé. Ah, il y a des poissons volants, il y a des extraterrestres qui te mettent à fumer à 55 ans. Mais abstraction faite des poissons volants, vraiment sur l'ensemble de la population, il y a très très peu de chances que quelqu'un qui n'a pas fumé à 20-21 ans se mette à fumer un jour. Donc il faut coincer les gamins quand ils sont ados. Le facteur principal de conversion d'un adolescent au tabagisme, c'est pas de savoir si ses parents fument, c'est pas de savoir si ses copains fument, c'est de savoir ce qu'il a vu à la télé. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Alors on a l'impression que ça diminue, mais pas du tout. Dans 70-75% des films de la dernière décennie, vous avez des images tabagiques, on ne les voit pas toujours. Je me souviens de ce débat qu'il y a eu après Avatar, où on demandait aux gens, tiens, est-ce que vous avez eu des scènes tabagiques? Et les gens disaient non, et pourtant il y avait cette scène mémorable, notamment où Sigourney Weaver sortait de son espèce de sas. C'est la première chose qu'elle disait après avoir passé, je sais pas, c'était des mois, des années dans son voyage. Oh, une cigarette, j'ai besoin d'une cigarette. Une fois, ça va, mais quand c'est des milliers de fois que c'est répété. Chez les hommes, l'autre jour, j'étais dans le train, il y avait un mec qui regardait un film, je crois que ça s'appelait Des mineurs, ce que j'ai vu, et le mec, c'était un viril, quoi. Une plaquette de chocolat et tout, enfin un vrai, quoi. Et le mec, à chaque fois qu'il déminait une bombe, comme ça, il suait comme une bête, et après, il sortait sa cigarette et faisait facile. Voilà, des milliers de fois. Et tout ça pour arriver au fait que les représentations du tabagisme dans les films sont extrêmement positives. C'est des gens qui sont socialement accomplis, c'est les super nanas, c'est les mecs qui ont le super boulot, la grosse voiture, qui réussissent bien, c'est toujours festif. Et surtout, les effets négatifs ne sont jamais appréhendés, ou très rarement. Les mecs, ils n'ont pas de cancer, les mecs, ils sont pas mauvais, ils n'ont pas les dents jaunes, ils n'ont pas d'asthme, rien.
Jamais. Donc pas d'allusion, c'est pareil, ce que je vous dis pour le tabac, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité, je vous dirai quelques mots sur la sexualité, mais pareil. Donc c'est des milliers et des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs. Le facteur de risque, entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4, ça dépend des études. C'est-à-dire vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique, mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler c'est pas bien. Le gamin, il entend ça. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème. C'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana. Ils ont toujours des super situations. C'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là. Et le cerveau, lui, il vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça. Tout ça, ça impacte. Et le cerveau, il finit par se dire, oh merde, bouh, peut-être, mais oh, regarde. Et le cerveau, lui, réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre et il prend. Et il vous le dit pas. Vous dites bouh, mais lui, il dit, putain, pas mal la gonzesse. Etc., etc. Et ça finit par rentrer dans le système. Mais vraiment, je vais vous le montrer, ou en tout cas essayer. 52%, alors c'est des études épidémiologiques, toujours avec les mêmes outils statistiques, qui sont les mêmes utilisés d'ailleurs en cancérologie partout, c'est des outils standards et universels. 52% des ados ont essayé parce qu'ils ont été exposés à des scènes tabagiques. 1 sur 2. 1 sur 2 qui a allumé une clope, c'est parce qu'il a regardé la télé. 33% sont devenus des fumeurs chroniques via la télévision. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Voilà, aux États-Unis, mais en Europe, c'est à peu près pareil, c'est 145 000 par an morts. Mais on nous dit que ça n'a jamais tué personne. Alors, juste quelques images pour vous montrer. On ne les voit pas passer dans les films, juste pour vous montrer que c'est toujours des boudins qui fument et qu'on les voit toujours avec les dents carriées, tout ça, que c'est toujours terrifiant. Voilà. Bon voilà, le reste est à l'avenant. Franchement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment... alors j'ai pris des femmes, j'aurais pu prendre des hommes. Mais c'est vraiment toujours des situations extrêmement déplaisantes. Les nanas, franchement, quand vous êtes dans le bus, vous n'avez pas envie de regarder. Voilà, voilà, donc c'est ça des milliers de fois. Et ça, le cerveau, il enregistre. Vous n'en êtes pas conscient, mais lui, il enregistre. Alors, en France, on a un truc génial qui s'appelle tout public. Tout public, ça veut dire que tout le monde peut regarder. Même les enfants. Aux États-Unis, ils ont un système, et en Allemagne, par exemple, ils ont un système où, par exemple, certains films sont interdits aux moins de 17 ans. Donc ils ne peuvent pas aller les voir ensemble, donc les films sont codés. Et si vous vous mettez... les parents ont deux solutions. Soit ils font respecter ça et ils disent à leurs ados ou à leurs gamins, moins de 17 ans, même pas t'y penses. Méthode bolchevique de ma mère. Soit vous avez la méthode humaine, qui dit mon fils, t'es autonome, vas-y, à la Dolto, fais ce que tu veux. Les gamins qui sont l'objet, alors je ne sais pas si une méthode est mieux que l'autre, c'est pas mon objet, simplement ce que je veux dire là, c'est que, des avantages et des inconvénients aux deux dans d'autres domaines, mais ceux qui ont une restriction sur ces films-là, par rapport aux autres, donc les autres qui ont accès à ces films-là, qui sont moins de 17, qui contiennent beaucoup de scènes, ils sont codés en termes scènes tabagiques, scènes de violence, etc., 3 fois plus de chances dans la population générale de se mettre à fumer. Si maintenant vous considérez que les familles où les parents ne fument pas et où les frères et sœurs ou les proches ne fument pas, c'est plus par 3. Entre le gamin qui va être exposé à ces films et l'autre qui ne va pas être exposé à ces films, quel que soit ce qu'ils vont vous dire sur le bout, oui ou non, c'est 10 fois plus de chances que ce gamin-là se mette à fumer. On n'est pas dans le marginal. Juste un exemple pour montrer comment le système s'attaque aux ados, si je puis dire. Mais sous des apparences de créativité. Il ne faut jamais tuer la créativité du créateur. Je ne sais pas si vous voyez, mais le truc entouré en rouge, il y a marqué tout public. Tout public, ça veut dire tout le monde peut y aller, donc vous envoyez vos gamins tranquilles. Voilà. Et donc c'est un film... c'est la fille d'une candidate à l'élection présidentielle aux États-Unis apparemment. Voilà, qui finit par s'envoyer en l'air avec sa prof. Rebelle, vous allez voir la gamine, personne ne veut lui ressembler, elle est moche et tout, c'est horrible. Elle est con, etc. Bref,
Voilà, elle est géniale, elle est super douée, elle est créative, elle est belle, etc., etc. Et voici quelques images du film, c'est en anglais, mais c'est pas trop gênant, parce que c'est le genre de film, hein. Même sans les paroles, on comprend. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ça s'appelle Loving Annabelle, c'est un film de 2006-2007. Ça va bien marcher. C'est lui là-bas. Voilà, donc au début vous avez la cigarette, mais pas super, c'est pas suffisamment rebelle, tout ça, ça fait pas suffisamment Jones. Alors maintenant c'est le pétard. La petite pote là-bas. Voilà, donc c'est sympa, il y a les petits grillons, tout ça. C'est bien avec les petits grillons. La nature. C'est naturel en fait. Et hop. Alors je dis pas que c'est pas un jugement de valeur sur les gens qui font. On n'est pas dans le marginal. Et c'est des mécanismes, ça, qui sont maintenant clairement établis. Demandez-vous si quand la télé est allumée, vous parlez autant avec vos gamins que quand elle n'est pas allumée. Alors là, c'est le langage, mais c'est pareil. Vous jouez moins avec lui quand le gamin, il est dans sa poussette, là, qui fait ses machins avec Sophie la girafe. Si le père, il est en train de regarder la télé, jamais il interagit avec son gosse. Jamais il prend Sophie, lui tire l'oreille, il en met une deuxième. Tout ça, ça enrichit énormément le développement du gamin. C'est extrêmement important, ces interactions entre les parents et les enfants. Et c'est extrêmement important au niveau du langage, mais aussi au niveau du reste. Et la télé, elle assassine tout ça. Voilà, l'attention, le langage. C'est bon? Continue? Cool. Ah non, mais je demande à ma direction, parce que j'ai été prévenu dans la voiture. Je suis venu avec lui, il m'a briefé, hein. Si tu parles trop, tac. La santé, le sommeil, l'obésité, je n'en parlerai pas. N'y pensez même pas une seconde. Le tabagisme, l'alcoolisme, la sexualité, l'image du corps, la sédentarité, tout ça, c'est ce qui est assassiné par la télévision. Allez, un petit mot quand même sur l'obésité, juste parce que ça me permet de dire que quand on parle des effets que peut avoir la télévision, les gens vous disent « Ouais, la télévision est responsable de tous les maux, tout ça, alarmiste. » L'obésité me permet de dire, vous allez me croire, que la télévision n'est pas le seul facteur en cause sur ces choses-là, mais c'est un facteur important. Il y a d'autres facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs etc. Mais c'est pas parce que la télévision n'est pas le seul facteur, d'abord qu'elle ne joue pas un rôle, et parfois, je vais le montrer, le rôle le plus important, et puis surtout, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas un facteur important. L'obésité, notamment l'obésité infantile, moi, j'ai pas eu de peau. Avant, j'étais beau et svelte. Et j'ai rencontré une gonzesse. Et elle m'a dit, si tu manges pas, c'est que tu m'aimes pas. Parce qu'elle est cuisinière. Voilà le résultat. Avant, j'étais humain. Hein. Alors, donc, le problème de la télévision, c'est vraiment l'obésité infantile. Jacques Muller, qui est un ancien sénateur Écologie Les Verts, qui a essayé de faire passer un projet de loi pour réguler un peu la pub. Ça marche pas. Un enfant qui regarde la télévision 2 heures par jour à 3 ans, il a 3 fois plus de chances d'être en surpoids. Un gamin qui est en surpoids, il a 8 chances sur 10 de le rester à l'âge adulte. Donc vous le traînez longtemps. Et lui surtout le traîne longtemps. Donc, l'obésité, il y a plein de facteurs. Il y a le manque d'exercice, il y a le fait que, alors s'il y en a parmi vous qui sont au régime, une petite astuce, si vous mangez votre pizza devant la télévision, vous en mangerez 30% de plus. Parce que les mécanismes de satiété sont perturbés quand on est devant la télévision en mode automatique, et puis vous recommencerez à manger plus tôt après, et puis surtout, vous mangerez plus encore une fois après. Et puis ils ont fait des petites études où alors ça marche avec la télévision, mais ça marche avec les aliments, mais ça marche avec le tabac, ça marche avec l'alcool, ça marche avec un peu tout. Si vous montrez à des gens un petit film comme ça, vous prenez des gamins d'âge supérieur, de 5 à 11 ans, et puis vous regardez l'augmentation des troubles attentionnels à 13 ans, plus 50%. Mais attention, ça vient pas de ce qu'il y a avant, parce que au début de l'étude suivante, on mesure les compétences attentionnelles de l'enfant. On sait d'où il part. C'est-à-dire que les troubles éventuellement arrivés d'avant, ils sont pris en compte. Et ils n'ont rien à voir avec ces 50%. Les deux s'additionnent. Alors il y aura peut-être une étude, je pense que ça va bientôt sortir, qui va prendre de 5 ans jusqu'à... Mais suivre les gamins pendant 30 ans, c'est du boulot. Donc il y a des équipes qui sont en train de faire ça, je ne sais pas quand ça va sortir. Et ben voilà, 1 heure par jour à 14 ans, même chose, vous prenez en évidence, vous prenez l'ensemble des paramètres, niveau culturel, etc. et les troubles évidemment attentionnels initiaux, et vous augmentez encore de 44%, tout ça, ça s'additionne. Et petite cerise on the gâteau, les troubles attentionnels à 16 ans, et vous multipliez les risques d'échec scolaire par 4. Donc on tape sur les instits, on tape sur l'école,
Mais je suis pas sûr qu'elle soit seule responsable des problèmes que peuvent avoir les gamins quand ils arrivent. À part mon instit, mais les autres, ils sont bien. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu subtil. Je vous ai dit que l'attention, elle se développait tout au long de la vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez un adulte, papa, qui repasse. J'ai pas dit maman, hein. J'ai bien dit papa. Donc papa qui repasse dans le salon. Et évidemment, il y a le gamin, vous savez pas quoi en faire. En gros, il vous prend un peu la tête. Donc vous avez un petit parc, vous le prenez, vous le mettez dedans. Un peu, je dis ce bovin parce que je me suis fait engueuler l'autre jour. Donc vous prenez ce brave gamin et vous le posez dans son parc et vous avez l'impression qu'il fait rien. Il se passe plein de choses. Si on pouvait enregistrer ce qui se passe dans son cerveau, ça serait un feu d'artifice. C'est un miracle de l'évolution. Donc vous avez l'impression que vous avez un bovin apathique là qui fait rien pendant que vous repassez. Et en fait, vous avez un truc qui est en train de se construire et de s'allumer dans tous les coins. Et ça progresse de façon assez prédictible. C'est-à-dire que le gamin, il va commencer quand il est tout petit par prendre un objet. Sophie la girafe au hasard. Donc il prend Sophie, il la regarde 3 secondes, au bout de 3 secondes il en a marre, il la jette, ou il n'arrive même pas à la tenir, et puis le lendemain il la prend un peu plus longtemps. Et puis il la regarde un peu plus longtemps. Le regard c'est un signe d'ancrage attentionnel. C'est-à-dire quand le gamin est attentif à quelque chose, il porte son regard dessus. Il va la prendre plus longtemps, puis de plus en plus longtemps. Et puis au bout d'un moment il va prendre Sophie la girafe, il va prendre autre chose, et puis il va mettre les deux ensemble. Et puis ça va être de plus en plus compliqué. Si vous regardez les textbooks, les bouquins de neuropsychologie, des signes de retard du développement, par exemple, c'est des jeux plus courts, c'est des changements d'objets précoces. C'est une attention qui est mal focalisée sur l'objet avec lequel vous jouez. Vous pouvez prédire de là que l'enfant a un retard de développement. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision? Le gamin, il est dans son parc, il chope Sophie la girafe. Et papa, il repasse. Il regarde la télé, évidemment. Et je dis, oh, pas grave. De temps en temps, il y a une image où il y a un son plus fort. Le gamin, il lâche Sophie et il regarde, parce que son fils, 20-21 ans, se met à fumer un jour. Donc il faut coincer les gamins quand ils sont ados. Le facteur principal de conversion d'un adolescent au tabagisme, c'est pas de savoir si ses parents fument, c'est pas de savoir si ses copains fument, c'est de savoir ce qu'il a vu à la télé. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Alors on a l'impression que ça diminue, mais pas du tout. Dans 70-75% des films de la dernière décennie, vous avez des images tabagiques. On ne les voit pas toujours. Je me souviens de ce débat qu'il y a eu après Avatar, où on demandait aux gens, tiens, est-ce que vous avez eu des scènes tabagiques? Et les gens disaient non. Et pourtant, il y avait cette scène mémorable, notamment où Sigourney Weaver sortait de son espèce de sas. C'est la première chose qu'elle disait après avoir passé, je sais pas, c'était des mois, des années dans son voyage. Oh, une cigarette, j'ai besoin d'une cigarette. Une fois, ça va, mais quand c'est des milliers de fois que c'est répété. Chez les hommes, l'autre jour, j'étais dans le train, il y avait un mec qui regardait un film, je crois que ça s'appelait Des mineurs, c'est ce que j'ai vu. Et le mec, c'était un viril, quoi. Plaquette de chocolat et tout, enfin un vrai, quoi. Et le mec, à chaque fois qu'il déminait une bombe, comme ça, il suait comme une bête, et après, il sortait sa cigarette et il faisait facile. Voilà, des milliers de fois. Et tout ça pour arriver au fait que les représentations du tabagisme dans les films sont extrêmement positives. C'est des gens qui sont socialement accomplis, c'est les super nanas, c'est les mecs qui ont le super boulot, la grosse voiture, qui réussissent bien, c'est toujours festif, et surtout les effets négatifs ne sont jamais appréhendés, ou très rarement. Les mecs, ils n'ont pas de cancer, les mecs, ils sont pas mauvais, ils n'ont pas les dents jaunes, ils n'ont pas d'asthme, rien. Jamais. Donc pas d'allusion, c'est pareil, ce que je vous dis pour le tabac, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité, je vous dirai quelques mots sur la sexualité, mais pareil. Donc c'est des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs. Le facteur de risque entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4. Ça dépend des études. C'est-à-dire vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique, mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler c'est pas bien. Le gamin, il entend ça. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème, c'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana, ils ont toujours des super situations, c'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes, dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là, et le cerveau, lui, il vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça, ça impacte, et le cerveau, il finit par se dire, oh merde, bouh, peut-être, mais oh, regarde. Et le cerveau, lui, réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre et il prend. Et il vous le dit pas. Vous dites bouh, mais lui il dit putain, pas mal la gonzesse.
etc., etc. Et ça finit par rentrer dans le système. Mais vraiment, je vais vous le montrer, ou en tout cas ici, ce n'est pas le seul facteur en cause sur ces choses-là, mais c'est un facteur important. Il y a d'autres facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs, etc. Mais c'est pas parce que la télévision n'est pas le seul facteur, d'abord qu'elle ne joue pas un rôle, et parfois, je vais le montrer, le rôle le plus important, et puis surtout, ça n'est pas pour ça que ça n'est pas un facteur important. L'obésité, notamment l'obésité infantile, moi j'ai pas eu de peau. Avant j'étais beau et svelte, et j'ai rencontré une gonzesse, et elle m'a dit si tu manges pas c'est que tu m'aimes pas, parce qu'elle est cuisinière. Voilà le résultat. Avant j'étais humain. Hein. Alors, donc, le problème de la télévision, c'est vraiment l'obésité infantile. Jacques Muller, qui est un ancien sénateur Écologie Les Verts, qui a essayé de faire passer un projet de loi pour réguler un peu la pub, ça marche pas. Un enfant qui regarde la télévision 2 heures par jour à 3 ans, il a 3 fois plus de chances d'être en surpoids. Un gamin qui est en surpoids, il a 8 chances sur 10 de le rester à l'âge adulte. Donc vous le traînez longtemps. Et lui surtout le traîne longtemps. Donc, l'obésité, il y a plein de facteurs. Il y a le manque d'exercice, il y a le fait que, alors s'il y en a parmi vous qui sont au régime, une petite astuce, si vous mangez votre pizza devant la télévision, vous en mangerez 30% de plus, parce que les mécanismes de satiété sont perturbés quand on est devant la télévision en mode automatique, et puis vous recommencerez à manger plus tôt après, et puis surtout, vous mangerez plus encore une fois après. Et puis ils ont fait des petites études où alors ça marche avec la télévision, mais ça marche avec les aliments, mais ça marche avec le tabac, ça marche avec l'alcool, ça marche avec un peu tout. Si vous montrez à des gens un petit film comme ça, avec des gens qui mangent, mais même s'ils ne les voient pas et qu'ils ne les perçoivent pas consciemment, et des gens qui ne mangent pas à côté le même film, vous enlevez la séance, et qu'après ils sortent et qu'ils peuvent manger, ils mangeront 2 fois plus, boiront 2 fois plus, ils se mettront à fumer beaucoup plus, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas enregistrées consciemment. Et tout ça, c'est des facteurs qui jouent. Donc bref, dire pour en finir avec l'obésité, ça permet de dire que c'est pas le seul facteur, qu'il y a plein de facteurs qui jouent souvent, mais la télévision est, dans tous ces cas-là, un facteur important et un facteur majeur. Je vais vous parler juste de 1 ou 2 exemples là-dessus, de l'espérance de vie. Le mec qui vous dit ouais, franchement la télé ça a jamais tué personne, t'exagères. Ah ben si. Tac, petite étude australienne. À la fin, la télé, juste pour la sédentarité, le fait que vous la regardez, vous êtes assis, elle vous coûte 2 ans et demi à 3 ans d'espérance de vie. Vous dites ça aux gens, les gens ils vous regardent comme si vous étiez un psychopathe notoire, ça se trace très loin. Chez l'enfant, ça c'est chez l'adulte. Mais chez l'enfant, c'est-à-dire chez l'adulte, 1 heure de télévision par jour, entre quelqu'un qui va la regarder 2 heures et quelqu'un qui va la regarder 4 heures, c'est la moyenne pour cet âge-là, vous allez augmenter quasiment par 2 le risque de maladie cardiaque fatale. Et ça se trace très loin parce que l'enfant, quand il va être devant la télévision, il ne va pas faire de sport, il va pas faire d'activité, donc son système tout public, ça veut dire que tout le monde peut regarder. Même les enfants. Aux États-Unis, ils ont un système, et en Allemagne, par exemple, ils ont un système où, par exemple, certains films sont interdits aux moins de 17 ans. Donc, ils ne peuvent pas aller les voir en salle, donc les films sont codés. Et si vous vous mettez... Si, les parents ont 2 solutions. Soit ils font respecter ça et ils disent à leurs ados ou à leurs gamins, moins de 17 ans, même pas t'y penses. Méthode bolchevique de ma mère. Soit vous avez la méthode humaine, qui dit, mon fils, t'es autonome, vas-y, à la Dolto, fais ce que tu veux. Les gamins qui sont l'objet, alors je ne sais pas si une méthode est mieux que l'autre, c'est pas mon objet, simplement ce que je veux dire là, c'est que, il y a des avantages et des inconvénients aux deux dans d'autres domaines, mais ceux qui ont une restriction sur ces films-là, par rapport aux autres, donc les autres qui ont accès à ces films-là, qui sont moins de 17, qui contiennent beaucoup de scènes, ils sont codés en termes de scènes tabagiques, scènes de violence, etc. 3 fois plus de chances dans la population générale de se mettre à fumer. Si maintenant vous considérez que les familles où les parents ne fument pas et où les frères et sœurs ou les proches ne fument pas, c'est plus par 3. Entre le gamin qui va être exposé à ces films et l'autre qui ne va pas être exposé à ces films, quel que soit ce qu'ils vont vous dire sur le bout, oui ou non, c'est 10 fois plus de chances que ce gamin-là se mette à fumer. On n'est pas dans le marginal. Juste un exemple pour montrer comment le système s'attaque aux ados, si je puis dire, mais sous des apparences de créativité. Il ne faut jamais tuer la créativité du créateur. Je ne sais pas si vous voyez, mais le truc entouré en rouge, il y a marqué tout public. Tout public, c'est-à-dire tout le monde peut y aller, donc vous envoyez vos gamins tranquilles. Voilà. Et donc c'est un film. C'est la fille d'une candidate à l'élection présidentielle aux États-Unis apparemment.
Voilà, qui finit par s'envoyer en l'air avec sa prof. Rebelle, vous allez voir la gamine, personne ne veut lui ressembler, elle est moche et tout, c'est horrible. Elle est con, etc. Bref, voilà, elle est géniale, elle est super douée, elle est créative, elle est belle, etc., etc. Et voici quelques images du film, c'est en anglais, mais c'est pas trop gênant, parce que c'est le genre de film, hein, même sans les paroles, on comprend. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ça s'appelle Loving Annabelle, c'est un film de 2006-2007. Ça va bien marcher. C'est lui là-bas. Voilà, donc au début vous avez la cigarette, mais bah super, c'est pas suffisamment rebelle, tout ça, ça fait pas suffisamment Jones. Alors maintenant c'est le pétard. La petite pote là-bas. Voilà, donc c'est sympa, il y a les petits grillons, tout ça. Bien avec les petits grillons. La nature. La nature, en fait. Si, il y a le fait que, alors s'il y en a parmi vous qui sont au régime, une petite astuce, si vous mangez votre pizza devant la télévision, vous en mangerez 30% de plus, parce que les mécanismes de satiété sont perturbés quand on est devant la télévision en mode automatique, et puis vous recommencerez à manger plus tôt après, et puis surtout, vous mangerez plus encore une fois après. Et puis ils ont fait des petites études où alors ça marche avec la télévision, mais ça marche avec les aliments, mais ça marche avec le tabac, ça marche avec l'alcool, ça marche avec un peu tout. Si vous montrez à des gens un petit film comme ça, avec des gens qui mangent, mais même s'ils ne les voient pas et qu'ils ne les perçoivent pas consciemment, et des gens qui ne mangent pas à côté le même film, vous enlevez la séance, et qu'après ils sortent et qu'ils peuvent manger, ils mangeront 2 fois plus, boiront 2 fois plus, ils se mettront à fumer beaucoup plus, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas enregistrées consciemment. Et tout ça, c'est des facteurs qui jouent. Donc bref, dire pour en finir avec l'obésité, ça permet de dire que c'est pas le seul facteur, qu'il y a plein de facteurs qui jouent souvent, mais la télévision est, dans tous ces cas-là, un facteur important et un facteur majeur. Je vais vous parler juste de un ou deux exemples là-dessus, de l'espérance de vie. Le mec qui vous dit ouais, franchement la télé ça a jamais tué personne, t'exagères. Ah ben si. Tac, petite étude australienne. À la fin, la télé, juste pour la sédentarité, le fait que vous la regardez, vous êtes assis, elle vous coûte 2 ans et demi à 3 ans d'espérance de vie. Vous dites ça aux gens, les gens ils vous regardent comme si vous étiez un psychopathe notoire, ça se trace très loin. Chez l'enfant, ça c'est chez l'adulte. Mais chez l'enfant, c'est-à-dire chez l'adulte, 1 heure de télévision par jour, entre quelqu'un qui va la regarder 2 heures et quelqu'un qui va la regarder 4 heures, c'est la moyenne pour cet âge-là, vous allez augmenter quasiment par 2 le risque de maladie cardiaque fatale. Et ça se trace très loin parce que l'enfant, quand il va être devant la télévision, il ne va pas faire de sport, il va pas avoir d'activité, donc son système cardiovasculaire qui va se développer, au moment de l'adolescence notamment, va moins bien se développer. Quand vous enregistrez le diamètre artériel, c'est-à-dire l'artère qui pulse le sang, l'enfant qui va regarder 1 heure de télévision par jour diminue ce diamètre, diminue son épaisseur et diminue le diamètre. Quand le mec il va faire un arrêt cardiaque ou qu'il va faire un AVC quand il aura 50 ans, personne ne se dira que c'est parce qu'il a regardé la télévision quand il avait 13 ans. Et pourtant, c'est déjà là. Parce que ça altère le développement de ce système. Plus l'artère, moins elle est développée, moins elle est large, et moins ça se passe bien derrière, et plus il y a de chances que ça se bouge. Alors juste pour que ce soit clair au niveau des temps, parce que 2 ans et demi, 3 ans, vous vous dites... Donc les mecs qui ont fait l'étude, c'est plusieurs dizaines de milliers d'individus, c'est une étude épidémiologique australienne. Voilà, à chaque fois que vous regardez Dr House, combien ça vous coûte de vie? Pour savoir si le mec il va mourir à la fin ou pas? Allez, soyez joueurs, un chiffre. 10 minutes. Non mais 2 minutes, non mais vous n'êtes pas sérieux, jeune homme. Allez, 22. C'est-à-dire si vous ramenez ces 3 ans là au nombre d'heures de télé regardées, à chaque fois que vous vous posez pour regarder Dr House pour savoir si le mec il meurt, ça vous rapproche de 22 minutes de la vôtre. Les effets négatifs ne sont jamais appréhendés. Ou très rarement. Les mecs ils n'ont pas de cancer, les mecs ils sont pas mauvais, ils n'ont pas les dents jaunes, ils n'ont pas d'asthme, rien. Jamais. Donc pas d'allusion, c'est pareil, ce que je vous dis pour le tabac, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité, je vous dirai quelques mots sur la sexualité, mais pareil. Donc c'est des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs. Le facteur de risque, entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4, ça dépend des études. C'est-à-dire vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique, mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer, c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler, c'est pas bien. Le gamin, il entend ça.
Et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème, c'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana, ils ont toujours des super situations, c'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes, dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là, et le cerveau, lui, il vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça, ça impacte, et le cerveau, il finit par se dire, oh merde, bouh, peut-être, mais oh, regarde, et le cerveau, lui, réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre, et il prend, et il vous le dit pas. Vous dites bouh, mais lui, il dit, putain, pas mal la gonzesse. Etc., etc. Et ça finit par rentrer dans le système. Mais vraiment, je vais vous le montrer, ou en tout cas essayer. 52%, alors c'est des études épidémiologiques, toujours avec les mêmes outils statistiques, qui sont les mêmes utilisés d'ailleurs en cancérologie partout, c'est des outils standards et universels. 52% des ados ont essayé parce qu'ils ont été exposés à des scènes tabagiques. 1 sur 2 qui a allumé une clope, c'est parce qu'il a regardé la télé. 33% sont devenus des fumeurs chroniques via la télévision. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Voilà, aux États-Unis, mais en Europe, c'est à peu près pareil, c'est 145 000 par an morts. Mais on nous dit que ça n'a jamais tué personne. Alors, juste quelques images pour vous montrer. On ne les voit pas passer dans les films, juste pour vous montrer que c'est toujours des boudins qui fument et qu'on les voit toujours avec les dents carriées, tout ça, que c'est toujours terrifiant. Voilà. Bon voilà, le reste est à l'avenant. Franchement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment... alors j'ai pris des femmes, j'aurais pu prendre des hommes. Mais c'est vraiment toujours des situations extrêmement déplaisantes. Les nanas, franchement, quand vous êtes dans le bus, vous n'avez pas envie de regarder. Voilà, voilà, donc c'est ça, des milliers de fois. Et ça, le cerveau, quand le super boulot, la grosse voiture, qui réussissent bien, c'est toujours festif. Et surtout, les effets négatifs ne sont jamais appréhendés. Ou très rarement. Les mecs, ils n'ont pas de cancer. Les mecs, ils sont pas mauvais. Ils n'ont pas les dents jaunes. Ils n'ont pas d'asthme. Rien. Jamais. Donc pas d'allusion. C'est pareil, ce que je vous dis pour le tabac, je pourrais vous le dire pour l'alcool, pour l'obésité. Je vous dirai quelques mots sur la sexualité, mais pareil. Donc c'est des milliers d'expositions, pas d'allusion aux effets négatifs. Le facteur de risque entre les gamins qui vont être le plus exposés à ces images-là et les gamins qui vont être le moins exposés, vous augmentez la probabilité qu'un gamin se mette à fumer entre 3 et 4. Ça dépend des études. C'est-à-dire vous avez 4 fois plus de chances de faire un fumeur s'il a été exposé à ça. Encore une fois, ça passe sous les barrières. Là, le cerveau, je vous l'ai dit, c'est une super mécanique, mais c'est con. Vous dites à un gamin, bouh, fumer, c'est pas bien. Ou bouh, vous envoyez en l'air sans préservatif, c'est pas bien. Ou bouh, picoler, c'est pas bien. Le gamin, il entend ça. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des milliers d'occurrences d'images qui font que il n'y a pas de problème. C'est toujours la star, c'est toujours le beau mec, c'est toujours la super nana, ils ont toujours des super situations, c'est toujours des situations extrêmement festives et extrêmement plaisantes, dans lesquelles on voit apparaître ces comportements-là, et le cerveau, lui, il vous le dit pas, mais il finit par imprégner tout ça impacte, et le cerveau, il finit par se dire, oh merde, bouh, peut-être, mais oh, regarde, et le cerveau, lui, réfléchit pas comme nous, si je puis m'exprimer ainsi. Le cerveau, lui, ça rentre, et il prend, et il vous le dit pas. Vous dites bouh, mais lui, il dit, putain, pas mal la gonzesse. Etc., etc. Et ça finit par rentrer dans le système. Mais vraiment, je vais vous le montrer, ou en tout cas essayer. 52%, alors c'est des études épidémiologiques, toujours avec les mêmes outils statistiques, qui sont les mêmes utilisés d'ailleurs en cancérologie partout, c'est des outils standards et universels. 52% des ados ont essayé parce qu'ils ont été exposés à des scènes tabagiques. 1 sur 2 qui a allumé une clope, c'est parce qu'il a regardé la télé. 33% sont devenus des fumeurs chroniques via la télévision. C'est le facteur qui pèse le plus lourd. Voilà, aux États-Unis, mais en Europe, c'est à peu près pareil, c'est 145 000 par an morts. Mais on nous dit que ça n'a jamais tué personne. Alors, juste quelques images pour vous montrer. On ne les voit pas passer dans les films, juste pour vous montrer que c'est toujours des boudins qui fument et qu'on les voit toujours avec les dents carriées, tout ça, que c'est toujours terrifiant. Voilà. Bon voilà, le reste est à l'avenant. Franchement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment... alors j'ai pris des femmes, j'aurais pu prendre des hommes.
Mais c'est vraiment toujours des situations extrêmement déplaisantes. Les nanas, franchement, quand vous êtes dans le bus, vous n'avez pas envie de regarder.